aurait dû être arrêté, il a pourtant été reçu avec tous les honneurs. Vladimir Poutine s'est rendu cette semaine en Mongolie, pays membre de la Cour pénale internationale, une juridiction qui a émis un mandat d'arrêt contre le président russe. Alors la justice internationale a-t-elle encore un sens? On en parle avec vous, Alain Pellet, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies, et je précise que vous avez plaidé 67 affaires devant une autre juridiction internationale, la Cour internationale de justice, dont on va également parler ce soir. Et puis nous sommes en plateau avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et merci d'être avec nous également. Alors revenons d'abord sur la non-arrestation de Vladimir Poutine en Mongolie. Alain Pellet, c'est, j'imagine, un sacré revers quand même pour la justice internationale. Oui, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ceci dit, le droit, c'est seulement un élément de la vie internationale. Et un pays comme la Mongolie a préféré piétiner la justice internationale parce qu'elle a estimé que c'était son intérêt, ou probablement en l'espèce parce qu'elle n'a pas pu résister aux pressions de la Russie. Vous savez, quand on est juriste, on a un sens de la relativité des choses. Slimane Zeguidour, vous êtes d'accord? Il y a des intérêts en jeu pour la Mongolie. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas arrêté Vladimir Poutine? Certainement, parce que, et en plus, la Mongolie a présenté cette visite comme étant découlant de l'invitation du gouvernement mongol à la Russie pour laisser entendre que c'est en toute indépendance que Oulan-Bator a reçu Vladimir Poutine. Mais je crois que quand on lit les médias russes, on se rend compte, on est amené à déduire que Vladimir Poutine était parti aussi dans un pays signataire de la CPI parce qu'il voulait montrer l'inanité de la CPI. Parce que les médias russes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la CPI est un instrument des Américains, entre autres, qui eux-mêmes prennent soin de ne pas y appartenir pour sévir contre tous ceux qui sont contre ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Et que donc, c'est une justice dont la Russie ou la Chine ou d'autres pourraient parfaitement s'en passer. Alain Pellet, quand un pays membre comme la Mongolie ne respecte pas justement ses engagements vis-à-vis de la Cour pénale internationale, que peut la Cour contre ce pays, à part des remontrances verbales? D'abord, je ne suis pas sûr qu'elle soit là pour faire des remontrances, elle est là pour faire appliquer le droit, pour dire le droit. Oui, en l'occurrence, elle a un petit peu de mal à le faire. Oui, mais dire le droit, c'est une chose, le faire appliquer, c'est quand même une chose assez différente. Les juges font leur métier en disant ce qu'est le droit. Après, il appartient à ceux qui peuvent agir de le faire respecter. Quand un État un État qui est quand même pas de première grandeur, veut inviter Poutine parce que c'est son intérêt, il le fait. L'Afrique du Sud avait été plus prudente naguère en invitant Poutine, mais en faisant en sorte qu'il ne vienne pas. Ce qui est plutôt plus intelligent, je trouve. Mais la même Afrique du Sud avait accepté la visite de l'ex-président soudanais Omar el-Bashir, qui est allé, ensuite il est parti en Jordanie, autre pays membre de la CPI, et il n'a pas été inquiété ni à Pretoria ni à Amman. Et je rappelle, pour ce qui concerne le président russe, qu'il est visé donc, depuis mars 2023 par un mandat d'arrêt pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette Cour pénale internationale, elle est quand même dans une certaine impasse? Mais non, elle est dans une impasse. Non, on savait au départ quand elle a été créée, j'avais, en tant que membre de la Commission du droit international des Nations Unies, j'avais discuté de sa création. Personnellement, j'y étais pas favorable. J'ai été favorable à un mécanisme moins lourd que ce qu'on a créé. Mais bon, on savait dès le départ que pour ce qui est des États qui n'avaient pas ratifié la Cour, qui n'acceptaient pas sa compétence, ou qui ne voulaient pas jouer le jeu, tout simplement, parce que les États que vous avez cités, comme l'Afrique du Sud, la Jordanie ou la Mongolie, ont accepté la compétence de la Cour, et ce sont des États qui se dédisent. Je pense il en résulte un certain opprobre. Je pense que ces cours, plus peut-être la Cour internationale de justice que la Cour
pénale internationale ont quand même une aura, une influence politique, éthique, morale, qui fait que c'est pas comme si, pour dire les choses trivialement, c'est pas comme si on pissait dans un violon. Vous, vous dites, Arrêt, vous dites une influence politique, morale. En même temps, en une vingtaine d'années, la Cour pénale internationale n'a finalement condamné qu'une poignée de miliciens. La plupart des dirigeants ou hauts responsables politiques qui étaient poursuivis par cette Cour n'ont pas vu les poursuites aboutir. Est-ce qu'on peut vraiment dresser un bilan positif avec le recul ? un bilan positif. Je pense que on peut pas dresser un bilan de la Cour pénale internationale. La question, c'est Aujourd'hui. est-ce que justice a été rendue aux victimes ou non ? Ah ben, justice a été rendue, mais n'a pas été faite. C'est deux choses différentes. Je pense que la Cour fait son métier à peu près convenablement. Je suis pas toujours très convaincu à 100% par les raisonnements de la CPI. Donc, je trouve que les raisonnements en droit international sont pas toujours absolument convaincants, mais je suis pas pénaliste, je suis internationaliste. Et je pense que, vous voyez là à l'image, on voit le procureur de la Cour pénale arriver. Quand il dit quelque chose, les médias en parlent abondamment. Je ne pense pas qu'on puisse demander plus au droit en général, au droit international en particulier. Alain Pellet, Comme dans un entretien datant de juillet dans le journal Le Monde, vous dites que la Cour internationale de justice redore le blason du droit international, si malmené par ailleurs. Pourquoi est-ce que vous estimez que la Cour internationale de justice redore ce blason du droit international ? C'était à propos d'une affaire très particulière et très importante à mes yeux, qui était un avis qui a été demandé par l'Assemblée générale des Nations unies sur les violations du droit commises par Israël dans les territoires palestiniens occupés et plus accessoirement en Israël même. Le drame de Gaza et des kibbutz n'était pas l'objet de la vie, mais la vie est une espèce de guide des violations israéliennes du droit international qui sont dramatiques et à long terme. Ce qui intéressait les Palestiniens, dont je suis l'avocat, je crois quand même qu'il faut le dire parce que... Bien sûr, vous êtes conseil principal de l'autorité palestinienne dans cette affaire de l'avis consultatif rendu le 19 juillet par la Cour internationale de justice, et donc avis qui estime, pour être tout à fait clair, que l'occupation des terres palestiniennes par Israël est illégale. C'est bien ça ? Oui, alors, je peux vous interrompre une seconde. Le Monde, en effet, a écrit autorité, que j'étais avocat de l'autorité palestinienne. Je suis avocat, à mes yeux, de l'État palestinien. Alors, Et ça n'engage que vous. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une décision en tout cas que vous, vous avez saluée et jugée historique. Et pourtant, Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous. Sur le terrain, il y a eu cette décision, effectivement, cet avis rendu par la CIJ, mais pourtant, sur le terrain, rien ne change. Mais rien ne change. D'abord, Israël ne fait pas partie, n'est pas adhérent au traité de Rome, donc autant que les États-Unis, la Russie ou la Chine, d'une part. Et d'autre part, il y a eu déjà une pile de condamnations des instances de l'ONU de l'occupation en Israël. Par exemple, le mur qu'Israël a construit, le mur de séparation entre les territoires occupés et Israël, a été qualifié de mur totalement illégal. La colonisation a été considérée comme un crime par les Nations Unies. Et pourtant, Israël continue de se comporter, non seulement continue d'occuper les territoires, mais depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il y a une volonté délibérée, exprimée ouvertement, de les annexer et même d'en chasser, pour certains ministres, d'en expulser la population. Et le droit international, comme le disait le professeur Pellet, est très clair là-dessus. Il condamne, il suit... Il souligne toutes les attitudes illégales, mais ne dispose pas des instruments
pour les imposer. C'est la question centrale du droit international qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, dont les grandes démocraties furent les initiatrices et demeurent les chantres jusqu'ici, mais elles restent inhibées dans leur incapacité à le faire aboutir. Mais alors Alain Pellé, à quoi ça sert concrètement que des juridictions comme la Cour internationale de justice rendent de tels avis s'ils ne permettent pas eh bien de changer sur le terrain le sort tout simplement des populations victimes? Alors, je vais vous répondre, mais deux précisions, parce que je suis quand même prof dans l'âme. Primo, votre collègue a parlé a dit Israël n'est pas membre elle n'est pas partie au statut de Rome. Oui, mais la CIJ n'a rien à voir avec ça. Oui, là on parle bien de la Cour internationale de justice et non plus de la Cour pénale internationale. Et donc au statut de la Cour internationale de justice. D'ailleurs, Israël s'est présenté aurait pu se présenter, mais a boudé, aurait pu se présenter pour plaider contre nous sur la demande d'avis consultatif. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous avez aussi utilisé le mot décision. Et décision, pour l'avis, n'est pas un bon mot. C'est une sorte de recommandation. La Cour dit, on m'a demandé de dire ce qu'était le droit, je dis ce qu'est le droit. Et je pense vraiment que c'est sa fonction essentielle, même quand elle prend des décisions, c'est-à-dire même quand elle rend des arrêts, parce qu'elle en rend, on lui demande de rendre, que ce soit dans les affaires ukrainiennes, que ce soit dans les affaires palestiniennes, même quand elle rend des arrêts, là, votre collègue, je n'ose pas prononcer son nom, parce que moi j'ai demandé qu'on m'appelle Slimane Zeguidour, qu'on ne présente plus. Mais votre collègue là a raison, c'est pas. Mais je crois vraiment que le fait de dire le droit, que quelqu'un puisse, de façon impartiale, honnêtement, d'une façon générale, moi je suis avocat devant la Cour internationale de justice, je gagne quelquefois, je perds quelquefois. Il nous reste une dizaine de secondes, Alain Pellé. Dans l'ensemble, ce qu'elle dit est vraiment le droit dit d'une façon désintéressée. Et puis après, les États peuvent essayer d'en profiter. Là, je sais, parce que je participe aussi un peu à la réflexion là-dessus, l'Assemblée générale des Nations unies va adopter une résolution sur l'avis consultatif. Eh ben, je suis sûr que l'avis va être un élément très important dans les discussions entre les États. Après, dans les discussions entre les États, ça sera le mot de la fin. Malheureusement, le temps presse. Merci beaucoup, Alain Pellé, d'avoir répondu à nos questions. Professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre et ancien président de la Commission du droit international de l'ONU. Et merci à vous, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5.